Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma toute première vidéo, j'ai décidé de vous parler de 6 histoires qui m'ont marqué déjà par leur pertinence, mais aussi par leur crédibilité à travers les nombreux témoignages et preuves que j'ai pu récolter. Et croyez-moi, le doute sera au rendez-vous. J'espère que vous apprécierez ces histoires, alors accrochez-vous bien, c'est parti. Débutons cette vidéo par l'incident de Schargård, ville de Nouvelle-Écosse au Canada, habitée principalement par des pêcheurs. Nous sommes le 4 octobre 1967, il est 23 h et beaucoup de témoins du port font rapport d'apparition de lumière dans le ciel, se déplaçant parallèlement à la route numéro 3, qui elle-même longe le bord de l'océan. Ils se sont dit que cela devait être un avion avec des lumières en défaillance, ou pire, un crash aérien. Quelque temps plus tard, au bord de l'eau, des témoins, dont des policiers, observent un objet non identifié à un demi-kilomètre d'eux en train de léviter au-dessus de l'eau, puis subitement de descendre et couler. À ce stade, il serait légitime pour vous et moi de se dire que c'est impossible. Seulement, parmi les témoins très crédibles, il y a entre autres de nombreux agents de police, des gardes-côtes et quelques habitants des lieux. Enfin, après avoir observé l'objet couler, ils décident de se rendre à plusieurs sur différents bateaux de pêche jusqu'au point exact où ils ont vu le mystérieux objet disparaître, afin de pouvoir venir à l'aide aux éventuelles personnes à bord. Seulement voilà, une fois arrivés sur les lieux, les témoins n'ont pu que constater l'absence du mystérieux objet. Par contre, ils ont pu décrire une mousse de plusieurs centimètres d'épaisseur s'étalant sur des dizaines de mètres, de couleur jaune fluo et avec une forte odeur proche du soufre. Parallèlement, les policiers sur la berge ont approfondi les recherches quant à d'éventuels avions militaires, privés ou autres qui auraient pu disparaître, mais aucune absence du type n'est à signaler. Mais dans ce cas, que cherchaient-ils? Qu'est-ce qui a été observé par ces nombreux témoins? Des fouilles marines plus approfondies ont été lancées 4 jours plus tard le 8 octobre, entre autres par la marine canadienne afin de retrouver des traces ou des débris, mais visiblement, aucun objet n'a été signalé par les plongeurs. Affaire classée. À ce jour, cette histoire reste un mystère non élucidé et la ville attire depuis de nombreux curieux. Croyez-vous en la réincarnation? Non? Dans ce cas, vous risquez peut-être de changer d'avis avec la prochaine histoire, qui reste à ce jour encore inexpliquée. Et pour ça, nous allons nous diriger en direction de l'Écosse, dans la plus grande ville du pays, Glasgow. Nous sommes en 2006 et nous retrouvons Cameron Macaulay, 5 ans à l'époque des faits, qui vit avec son frère de 6 ans et sa mère, Norma. Notez que Cameron a toujours vécu à Glasgow et qu'il n'a donc jamais eu l'occasion de quitter la ville. Depuis que Cameron a appris à parler aux alentours de 2 ans, il ne cesse d'évoquer sa vie antérieure sur l'île de Barra, située à environ 300 km de chez lui. Cameron raconte notamment qu'il y a vécu dans une maison blanche au bord de l'eau avec ses parents, ses frères et sœurs et son chien noir et blanc. Il explique également qu'un passage secret menait à la plage, d'où il pouvait observer les avions décoller et atterrir. En plus de tout ça, il évoque le nom de son ancien père, Shane Robertson. Celui-ci serait apparemment mort en se faisant renverser par une voiture. Des détails suffisamment précis pour que sa mère Norma s'interroge sur les arguments de son fils qui, rappelons-le, n'a jamais posé les pieds sur cette île. On pourrait aussi se dire qu'Internet a pu développer l'imagination de Cameron, mais si on prend en compte la période durant laquelle l'histoire s'est déroulée, et vu la précision de certains arguments, on peut en douter. Entre parenthèses, il paraît évident qu'en tant que mère, il doit être perturbant de voir son enfant être nostalgique face à sa vie antérieure. Cameron présente ces signes souvent en pleurant son autre mère qui lui manque. Pour vous dire, une fois Norma a demandé à son fils Cameron s'il la préférait elle ou sa mère à Barra, et il a répondu qu'il les aimait les deux. Cette histoire totalement dingue arrive aux oreilles d'une compagnie de cinéma qui, très intéressée par un tournage, a décidé d'emmener la famille sur l'île de Barra afin de trouver des réponses à leurs interrogations. Vous vous demandez peut-être pourquoi Norma ne l'a pas fait plus tôt? Eh bien déjà parce que le voyage en avion est très cher, mais aussi parce que pour s'y rendre, il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Et finalement, Norma n'était absolument pas sûre de vouloir découvrir si son fils disait vrai ou pas. De plus, Norma et ses fils seront accompagnés par Jim Tucker, professeur de psychiatrie et de sciences neurocomportementales à l'école de médecine de l'université de Virginie. Celui-ci consacre une grande partie de ses recherches sur les enfants qui prétendent se souvenir de leur vie antérieure, ainsi que les souvenirs natals et prénatals. Avant de se rendre sur cette île, le professeur pose quand même quelques questions à Cameron concernant sa vie antérieure, afin de pouvoir vérifier ses dires sur place. Juste avant que l'avion n'atterrisse sur la plage de l'île de Barra, Cameron a dit à sa mère « Tu vois maman, je t'avais dit que je ne mentais pas », en faisant référence à l'avion qui atterrit sur la plage dans ses souvenirs. Une fois à l'hôtel, Norma et le professeur inspectent quant à une éventuelle famille Robertson qui aurait pu vivre sur l'île, et bingo, la maison blanche se situe à l'extrémité de l'île, et une famille Robertson y a bien vécu. Mais par contre, aucun Shane n'y aurait habité.
D'ailleurs, Norma a par la suite contacté la famille en question qui vit désormais à Sterling et a découvert des photos confirmant les dires de Cameron, comme entre autres une photo du chien noir et blanc. Finalement, la famille et le professeur décident donc de se rendre sur les lieux sans informer Cameron de l'endroit exact où ils se rendent afin de voir sa réaction. Une fois sur place, Cameron devint très calme et très pâle, ce qui est contraire à son habitude. Il entra dans la maison un peu hésitant, puis finalement décida de montrer toutes les pièces de la maison de manière tout à fait confiante, dont l'entrée secrète pour accéder à la plage qui se situe à l'arrière du jardin. Cette histoire est très connue et reste à ce jour non élucidée. Il faut savoir que plusieurs milliers de cas du genre ont été découverts à travers le monde, et la plupart du temps, les faits se sont avérés être faux, étant juste le fruit de l'imagination de l'enfant en question. Dans ce sens, on peut noter un autre cas étudié par Jim Tucker, celui de Gus Taylor, 18 ans, qui prétendait être son propre grand-père et être finalement revenu dans sa famille en tant que jeune adulte. Mais dans le cas de Cameron, on ne peut que constater la vérité face à ses souvenirs et arguments, ce qui d'après moi ne confirme justement pas une éventuelle imagination débordante, mais justement le doute quant à la possibilité de se réincarner dans un autre corps après la mort. Ce prochain fait, nous allons en haute mer pour se diriger à une centaine de kilomètres au large de Barobo, une petite localité d'environ 50 000 habitants de la province du Surigao du Sud, aux Philippines. Nous sommes le 26 février 2016 et deux pêcheurs tombent sur un bateau à la dérive, tel un navire fantôme. Intrigués, ils décident d'inspecter les lieux et c'est là qu'ils tombent nez à nez avec le capitaine, mort, assis sur un bureau, la tête reposant sur son bras, de manière à nous faire penser à quelqu'un qui dort. Il avait d'ailleurs dans la main une radio maritime, comme s'il essayait de passer un appel à l'aide. Et surtout, l'homme semblait être momifié. Je me disais que l'homme était mort sur ce bateau depuis des mois, voire des années, mais vous verrez plus tard qu'il n'en est rien. À ce stade, on se pose d'ailleurs beaucoup de questions. Qui est cet homme et comment est-il mort? Pourquoi les voiles ainsi que la coque de son bateau étaient endommagées? Et surtout, pourquoi est-il momifié? Tout d'abord, une autopsie a été effectuée sur le corps afin de l'identifier et la police a pu ainsi confirmer qu'il s'agissait de Manfred Fritz Bajora, 59 ans, un aventurier et navigateur expérimenté de nationalité allemande. Celui-ci voulut faire un tour du monde en bateau et c'est ainsi qu'il a débuté son voyage il y a 20 ans. Son ami avait encore des nouvelles de lui lorsqu'il était aux Pays-Bas, tout au début de son voyage, mais après ça, plus rien. Bon, on a bien quelques témoins qui l'auraient aperçu, notamment à Majorque en 2009 par un autre aventurier, mais aussi par la police maritime de São Vicente en 2013. Mais malheureusement, cela ne permet pas de retracer le chemin parcouru par Manfred et donc d'obtenir davantage d'informations quant à sa disparition. Par contre, l'autopsie a révélé que la cause de la mort de Manfred était un infarctus aigu du myocarde, une maladie du cœur qui a comme effet la nécrose des cellules du muscle du cœur, ce qui a souvent comme conséquence la crise cardiaque. Donc la cause de la mort naturelle semble bien plausible. Maintenant, ce qui fait principalement planer le doute dans cette histoire, c'est le corps qui s'est momifié en seulement, tenez-vous bien, une semaine. Une semaine seulement pour que le corps se retrouve dans cet état. C'est suffisamment intriguant pour que je pousse davantage les recherches dans ce sens, et j'ai ainsi pu découvrir qu'une momification du type n'est pas, contrairement à ce que je pensais, une exception. Pour que le processus de momification se fasse ainsi, il faut que les conditions permettent d'extraire les jus de putréfaction du corps, et sur un bateau, le flux d'air marin constant et de sel, en plus des températures chaudes, permet de naturellement assécher et momifier le corps. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Manfred. La position assise a d'ailleurs favorisé ce processus en permettant au jus de s'écouler le long du corps jusqu'au sol. Tout cela s'est donc bel et bien déroulé en une semaine. Je ne sais pas pour vous, mais tout ça me fait légèrement penser à la fameuse légende du Hollandais volant. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses personnes ont pu croiser le chemin d'une dame aux cheveux longs et vêtue de blanc qui ferait de l'autostop sur plusieurs routes françaises afin de prévenir les conducteurs des éventuels accidents. De nombreuses histoires concernant cette dame blanche tournent et à première vue, ce n'est pas si effrayant, mais lorsque plusieurs témoins qui ne se connaissent absolument pas racontent la même histoire, on commence à tout remettre en doute. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de deux témoignages. Voici donc tout d'abord celui de 4 jeunes, 2 femmes et 2 hommes, qui ont entre 17 et 25 ans. Nous sommes à Chapreillan, dans l'Isère, nos 4 amis rentrent d'une soirée en voiture et sur leur route, ils aperçoivent une autostoppeuse d'une 50aine d'années aux cheveux longs, trempés et vêtue d'une robe blanche. Après lui avoir proposé de rentrer dans leur voiture, elle s'installa à l'arrière à côté des filles. Quelques kilomètres plus tard, juste avant un virage, la dame blanche cria « Attention au virage, comme pour les prévenir d'un accident. Puis, ce sont les filles qui se sont mises à crier. À l'avant, les garçons se retournent et ne peuvent que constater l'absence de la dame blanche alors que la voiture était toujours en train de rouler et que les portes et fenêtres étaient fermées. Sous le choc, les jeunes déclarent l'incident à la police locale et ceux-ci pensent faire face à une mauvaise blague. Mais après vérification, les jeunes n'étaient ni alcoolisés ni drogués. De plus, ils ont été interrogés séparément et leurs histoires collaient sans faute.
Vous verrez que cette seconde histoire ressemble beaucoup à la première, et pour celle-ci, nous retrouvons Maurice D, une nuit de mai 1982, en train de rouler sur la route à bord de sa voiture. Au bout d'un moment, il aperçoit la silhouette d'une dame au bout de son chemin. En s'approchant, il constate qu'elle n'a qu'une robe toute légère et qu'elle avait l'air perdue. Maurice décida donc de s'arrêter pour laisser entrer l'autostoppeuse qui veut se rendre à Chapreillan, à 3 km de là. À peine partie, la dame cria « Attention, nous arrivons au virage du Mont du Furet, c'est un endroit dangereux. » Il y a 7 ans, une fille a raté ce virage à moto et elle est morte. Maurice tourna la tête vers le siège passager pour constater que la dame n'était plus là. Il s'arrête quand même quelques instants afin de contrôler la voiture, mais la dame a bel et bien disparu. Des témoignages semblables, il y en a beaucoup d'autres à travers toute la France, et vous vous en doutez, à ce jour, aucun n'a pu être confirmé. Savez-vous ce qu'est un rêve prémonitoire? Pour faire gros, un rêve prémonitoire est un rêve qui devient réalité par la suite. Voici un exemple très connu. Vous souhaitez créer votre entreprise et vous n'avez pas encore eu l'illumination, jusqu'à ce qu'une nuit vous fassiez le rêve qui va vous permettre d'avoir l'idée qui apportera le succès dont vous avez toujours rêvé pour votre entreprise. Dans ce cas, le rêve est indéniablement devenu réalité. Maintenant que vous savez ça, je peux vous parler de Jeanne-Marie, une psychanalyste qui est très rationaliste et qui ne croit pas beaucoup aux rêves prémonitoires, ni aux prémonitions quelconques d'ailleurs. Bon, elle changera radicalement d'avis la nuit où elle rêve de sa sœur qui a un accident de voiture. Un rêve très marquant, d'autant plus qu'elle a pu se souvenir de certains détails comme le nom de la rue où l'accident s'est déroulé, le carrefour Saint-Jean. Au réveil, très déboussolée, elle se demande pourquoi elle en aurait autant voulu à sa sœur au point de voir sa mort. Et malheureusement, vous vous en doutez, 3 jours après ce cauchemar, sa sœur a eu un accident au fameux carrefour Saint-Jean. Mais bonne nouvelle, l'accident ne fut pas fatal pour sa sœur. Par contre, l'événement fut si marquant pour Jeanne-Marie que ça l'a fait réfléchir quant au rêve prémonitoire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre cerveau accumule une très grande quantité d'informations durant notre sommeil, mais le trie aussi et établit les liens les plus plausibles entre elles, de sorte à ce qu'au réveil, les événements de nos rêves dont on se souvient nous paraissent logiques. Mais dans le cas de la prémonition, le rêve nous révèle des informations si précises que ça en devient intriguant et encore plus s'il devient réalité. Parallèlement, il existe un cas bien plus célèbre, celui de Nancy Meyer, la médium détective de Pennsylvanie aux États-Unis. Comme son nom l'indique, Nancy combinait 2 métiers afin d'atteindre ses objectifs. Bon, officiellement elle est professeure d'espagnol, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas. Nancy a un pouvoir unique depuis sa naissance, elle arrive à voir l'avenir. Mais c'est lorsqu'elle a 28 ans qu'un policier remarque son pouvoir et qu'il lui propose de venir l'aider à élucider des crimes. Nancy ne se croyait pas capable de le faire et l'agent de police lui a proposé un test afin de lui prouver qu'elle avait tort. Il l'a mise sur 3 affaires différentes qu'elle devait résoudre avec son pouvoir. Et grâce à son intervention, 2 de ces affaires ont été résolues. À partir de là, tous les services de police de la région ne l'ont plus lâchée. Elle a donc ainsi résolu plus de 90% des affaires criminelles en 35 ans et elle est la seule personne connue ayant pratiqué ce métier. Bienvenue à Lunéville en Lorraine, pas loin de Nancy, plus précisément au château de Lunéville. Ce magnifique château a été reconstruit en 1703 par le duc Léopold Ier de Lorraine, selon la mode de l'époque du château de Versailles. Le jeune Léopold naît en 1679 à Innsbruck en Autriche, pays alors dévasté par les conflits. Léopold ne posera les pieds à Nancy pour la première fois qu'en 1698, à 19 ans, suite à plusieurs années d'exil. Il découvre alors le château en piteux état et décide de le faire reconstruire. C'est en 1720 que les travaux seront terminés et Léopold Ier de Lorraine y mourut le 27 mars 1729. Depuis, le château a vécu de nombreuses réparations et restaurations, surtout dues aux nombreux incendies. Alors le chiffre va vous paraître dingue, mais c'est pourtant bien réel, le château a brûlé à 13 reprises en 3 siècles. Tout d'abord, en 1719, 7 personnes meurent et toute la partie sud-est du château est détruite. En 1739, un incendie se déclenche dans l'avant-cour au premier étage. En 1744, un incendie est déclaré au premier étage dans l'aile de l'avant-cour. Et 11 ans plus tard, en 1755, un nouveau feu se déclenche au même endroit. Un nouvel incendie au même endroit qu'en 1739. En 1762, un feu d'artifice organisé le 11 juillet en l'honneur d'Adélaïde et Victoire de France, fille de Louis XV, provoque un incendie dans un kiosque à proximité du château. 4 ans plus tard, la robe de chambre du duc de Lorraine Stanislas Leszczynski prend feu et le tue. Le feu se propage dans le château et provoque un incendie. 1789, un incendie se déclenche dans les cuisines du sous-sol, mais a été maîtrisé car les murs étaient en pierre et non en bois. 1814, l'aile nord du château est détruite suite à un incendie. 1849, un incendie au même endroit qu'en 1719 qui détruira la partie sud-est du château. Les poutres ainsi que les cheminées qui tombaient ont causé beaucoup de blessés, dont 2 graves qui ont dû être amputés,
l'un d'un pied et l'autre de 2 doigts. 1871, un nouvel incendie est déclaré, et 90 ans plus tard, encore un nouvel incendie qui a détruit jusqu'à 500 mètres carrés de charpente de l'aile gauche du château. Finalement, en 2003, le dernier incendie en date qui s'est déclenché dans la charpente de la chapelle, ce qui a détruit une très grande partie des collections du château. La restauration des collections et du château a coûté plus de 100 millions d'euros. Pour les plus rationalistes, la plupart du temps, la cause des incendies était l'inattention humaine, comme les nombreuses bougies qu'on utilisait à l'époque afin d'éclairer les pièces. La légende quant à elle raconte que le duc Stanislas aurait essayé de trouver une épouse à son confident atteint de nanisme, Nicolas Ferry, surnommé Bébé. Il tenta donc de le marier avec Thérèse de Sauvet, atteinte de la même maladie, mais cela n'aurait pas fonctionné. Nicolas Ferry mourra sans épouse à l'âge de 22 ans suite à une grippe. Depuis, on dit que le spectre de Bébé provoquerait cette malédiction. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et bien sûr votre avis sur ces histoires intrigantes en commentaire. Bon, quant à moi, je retourne bosser sur mes prochaines vidéos, donc je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Zano.